Bonjour à toutes et à tous. Donc, je parle devant un écran sans voir personne. Mais enfin, j'espère quand même que je vais réussir à me faire entendre. Donc, je suis ici pour vous rappeler quelques observations sur l'évolution du programme de la chimie enseignée au lycée, exclusivement au lycée, des années 1950 à 1981. L'année 1981 étant exclue. Donc, nous avons un mot qui revient sans cesse, un nom, c'est Lagarrigue. Le professeur Lagarrigue était professeur à Orsay et il présidait une réforme dite des sciences physiques, mais qui en fait s'est essentiellement, pratiquement quasiment, occupé de la réforme de la physique. Donc, on oublie la chimie qui apparaît dans l'enseignement comme étant subordonnée à la physique tout le temps, puisqu'on disait toujours un professeur de physique, et tardivement on a dit sciences physiques et non pas sciences chimiques. Et ce n'est que récemment que l'Union des physiciens, créée en 1907, s'est transformée en Union des professeurs de physique et chimie, pour redonner à la chimie une place honorable. La chimie, par rapport à la physique, elle a été subordonnée depuis l'Empire, tout le temps, et elle n'entrera en proportion que de 1/3 pour 2/3 à la physique, de l'enseignement des sciences physiques. Donc, nous allons ici aujourd'hui avoir un panorama très général, c'est-à-dire de replacer cette réforme qui n'est pas toute seule, elle s'inscrit dans un contexte international, et puis de voir dans une deuxième partie ce qui touche à la chimie enseignée donc en France. Donc, le contexte d'abord. Donc, nous sommes après la Seconde Guerre, dans ces années je dirais, où on sort de la sidération de cette absolue catastrophe. Mais il y a l'émergence de la guerre froide, le spectre de la guerre nucléaire, notamment avec Hiroshima et Nagasaki, qui a laissé des traces extrêmement profondes durant plusieurs années, avant qu'il y ait une réaction au niveau politique, dans le sens du développement de l'armement nucléaire. C'est aussi une période où c'est la décolonisation générale, donc des nouveaux pays émergent, qui ont tout à développer pour se mettre à niveau, se rapprocher du niveau des nations occidentales. Et puis surtout, la conquête spatiale, en 1957, ce bip-bip dans l'atmosphère qui a stupéfié le monde entier et qui a été, comment on pourrait dire, un booster pour les réformes de l'enseignement dans le monde entier, dans le monde occidental et dans les pays émergents qui en dépendaient. On peut noter aussi, et c'est très important, c'est le progrès fulgurant de la chimie depuis un siècle, qui devient finalement la première production industrielle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est très peu représentée dans l'enseignement secondaire. Et puis, bien sûr, après la guerre, une explosion démographique dont il aurait fallu prévoir l'expansion jusque dans les années 1970. Mais il y a une tendance qui s'est concrétisée, que n'avaient pas prévu les gens qui ont observé cette explosion démographique après la Seconde Guerre, c'est qu'il y avait une demande de la population pour l'accès à l'enseignement secondaire. Il n'y avait en fait jusqu'ici que quelques pourcents de la population en âge de suivre un enseignement secondaire qui poursuivait ses études dans un lycée. Et là, il y a une demande pour que tous puissent y avoir accès. Donc, ça pose un très gros problème politique. À côté de ça, alors c'est pas seulement en France, c'est dans les pays, dans tous les pays, je dirais, dans l'ensemble du monde. Donc, ceci est à mettre aussi en parallèle avec la constitution de l'ONU pendant la guerre et qui a développé donc l'UNESCO à partir de 1945, donc pour l'enseignement et les sciences, pour l'enseignement scientifique et la culture, donc au niveau international, avec sous son chapeau la réunion des unions internationales dans ce qu'on appelle l'ICSU, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, et un autre organisme international, l'OCDE, qui a un panel beaucoup plus large pour l'aide aux pays en voie de développement. Et dans les rapports qui sont publiés, ce qui est souligné, c'est le rôle de la science pour l'avenir du monde dans la paix. C'est-à-dire qu'un facteur de paix serait que tout le monde ait un niveau suffisant pour comprendre ce qu'est la science, d'une façon générale, et avec cette formation à la science, la formation à l'esprit critique, à la rationalité et l'égalité entre tous,
au niveau des connaissances, on pourrait peut-être vivre dans un monde en paix. La réponse est donc par l'éducation, et cela viendra de multiples côtés, international, national et corporatif, c'est-à-dire associatif. Voici un exemple d'un rapport qui avait été demandé par l'ONU et donc transmis à l'UNESCO, qui a nommé un de ses anciens directeurs, Pierre Auger, pour établir ce rapport, qui s'appelle Tendance actuelle de la recherche scientifique, et qui en fait s'occupe surtout de l'enseignement supérieur et qui va donc être un outil pour former, transformer l'enseignement en amont de la réforme de l'enseignement supérieur, qui non plus n'est pas adaptée à la situation de la chimie en particulier aujourd'hui, ni de la physique d'ailleurs, notamment en France. Dedans, il faudra former, il est dit, il faudra former à l'avenir donc des techniciens, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, et donc il faut qu'ils soient initiés au niveau secondaire. Donc une grande importance devra être accordée aux applications de la science. C'est pas nouveau parce que lorsqu'on regarde l'histoire de l'enseignement scientifique depuis 200 ans, eh bien il y a toujours dans cet enseignement une très grande part accordée aux applications de la chimie en particulier, puisqu'on va parler de la chimie aujourd'hui. Alors un des moyens qui est dit là, dans ce rapport d'Auger, chaque pays doit améliorer l'enseignement en général et l'enseignement scientifique et technique en particulier. Donc, que fait l'UNESCO? Elle se tourne vers l'ICSU. Et l'ICSU, donc, crée un comité interunion, qui est le Committee on the Teaching of Science, et impose aux unions d'encourager ce projet. Imposer aux unions d'encourager ce projet, elles étaient récalcitrantes, elles ne s'étaient jamais occupées d'enseignement, ce n'était pas leur option, puisqu'elle s'occupait surtout de normalisation, de standardisation. Donc, il va falloir s'y mettre à l'enseignement. Donc, dans le cas de la physique, eh bien, nous avons l'Union internationale de physique pure et appliquée, dont c'est la première qui se lance dans l'affaire. C'est la première conférence internationale en 1960. Et là, ce que l'on observe, c'est l'influence énorme des États-Unis. En effet, déjà, des projets de réforme sont en place dans l'enseignement de la physique aux États-Unis, notamment avec le Physical Science Study Committee en 1956, qui est mis en place dès 1960. Il a été demandé par des professeurs de l'enseignement supérieur, organisé, institué et écrit par des professeurs de l'enseignement supérieur, dont le but était de donner en amont une formation des élèves qui soit satisfaisante pour aborder les études au niveau supérieur. Nous avons également en 62 le Harvard Private Physics, le HPP, dont on a une adaptation française éditée par Guibert à peu près en même temps, et puis juste après la publication de Feynman des cours de Berkeley, qui a aussi eu une très grande influence. Donc en fait, c'était des projets d'enseignement du secondaire en physique pour préparer les élèves à des études supérieures en physique. Et nous avons en Grande-Bretagne le Nuffield Physics Project, qui lui est beaucoup plus large puisqu'il s'intéresse à l'enseignement des sciences dès l'école primaire. Donc le but est plutôt un aspect culturel des sciences, une formation de l'individu, du citoyen, plutôt qu'un projet de formation déjà en amont de futurs élèves pour le supérieur. Donc les réformes nationales et les rencontres internationales sont imbriquées. D'ailleurs, on observe que des délégués sont aussi dans les commissions nationales ou proches des membres de ces commissions internationales, et notamment la SCF y est présent avec certains de ses membres, dont un président de la Société chimique de France, mais ça, ce sera un autre sujet pour plus tard. Les projets qui sont présentés sont en rupture avec l'enseignement traditionnel de la physique. On veut introduire de la physique moderne et des travaux pratiques beaucoup plus nombreux sur des sujets modernes, et le mot moderne revient constamment, avec un équipement totalement renouvelé. Alors, du côté de la Commission pour l'enseignement de la chimie à l'UPAC, d'abord, elle va être assez indépendante de ce qui se passe aux États-Unis. En effet, elle fonctionne un petit peu plus tardivement. Il n'y a pas de commission formée en France sur de grandes commissions dominées par les membres du supérieur pour réformer l'enseignement de la chimie. Donc, elle va plutôt s'intéresser aux pays en voie de développement de façon à diffuser quelque chose de plus général dans la population. Et ça va très bien marcher. Mais elle s'est opposée à l'influence des États-Unis relativement tôt. Mais elle porte aussi attention sur le fait que c'est bien beau de former les élèves, mais qu'il faudrait peut-être commencer par former les professeurs.
Donc, insister sur la formation initiale, puis continue des enseignants à tous les niveaux. Or, c'est quelque chose qui sera revenu également en France. La formation initiale et la formation continue des enseignants doivent précéder toute réforme. Ce sera fait pour l'ensemble de la commission Lagarigue, puisqu'elle implique toutes les autres réformes incluses comme des satellites. Donc voilà. Alors en France, dans quel cadre va intervenir cette réforme Lagarigue? Tout d'abord, en 1945, donc c'est la libération, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a quand même le baccalauréat sciences expérimentales qui est créé pour permettre une place plus importante pour les sciences naturelles, qui avaient une place vraiment extrêmement réduite dans l'enseignement secondaire traditionnel. C'est aussi en 1950 la création du CAPES. Alors pourquoi? C'est pour répondre à ce bond démographique qui va venir, mais qui déjà est amorcé avec les naissances de l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas oublier qu'après la Première Guerre, on avait une véritable hémorragie de professeurs tués au front, ou de futurs professeurs. L'école normale en particulier avait été décimée, et on a eu beaucoup, donc c'est elle qui fournissait les agrégés, et il y a vraiment eu un problème de recrutement au niveau de l'enseignement dès la fin des années 30. Donc, en 1958, c'est la Ve République. Et la Ve République, alors là, vous avez un tas de transformations, et notamment avec des changements de ministres, parce que les changements de ministres, il y en a souvent. On se plaint aujourd'hui que les ministres de l'Éducation nationale changent régulièrement, mais c'était aussi le cas sous la 4e République, et c'était pratiquement le cas au début de la 5e République. Donc, c'est quelque chose qui est pratiquement normal. Donc, en 1959, la création d'un cycle d'observation en 6e et 5e, et après, on a une sélection soit pour le lycée, soit pour le CEG, selon les aptitudes de l'élève. En 1963, une réforme importante que la réforme Fouché, qui lui va faire confiance, je dirais, aux professeurs d'université pour avoir des conseils de ce qu'il faudrait faire dans l'enseignement secondaire pour les préparer à des études spécialisées. La sélection se fera après la 3e, avec la création d'un seul type de collège, CES. Donc, fini la sélection pour le lycée ou la sélection pour le CEG, il n'y a qu'un seul, c'est le collège d'enseignement secondaire. En 1965, c'est la fin d'un bac à 2 parties. Avant, on avait un bac en fin de première, autrefois appelé rhétorique, et puis un deuxième bac qui était à la fin de l'année de terminale, donc baccalauréat de philosophie ou baccalauréat de mathématiques. Donc là, on a une refonte du second cycle dans le but de la reconfiguration des études supérieures qui vont être arrivées en 1966 avec la création des DEUG. Avant, on entrait directement pour faire tel ou tel certificat. Création des BTS et de l'IUT pour absorber la masse des élèves. Il faut les diriger vers des sections technologiques parce que la société a besoin de ces formations professionnelles pour le développement économique. Et ça va être sous-jacent, mais ça, Xavier va nous en parler, ça va être sous-jacent dans les réformes successives. Et diversification des sections du bac. On a bac A, B, C, D, E, etc. Quand on lit le livre d'Antoine Prost sur l'histoire de l'éducation et de l'enseignement des sciences, et de l'éducation tout court d'ailleurs, dans le 4e tome de cette collection, vous avez cette phrase qu'écrit Antoine Prost: la conversion de la bourgeoisie aux mathématiques et l'irrésistible ascension de sections scientifiques pour la période 57-61, eh bien, fait qu'on demande davantage d'ouverture de classes scientifiques et un meilleur niveau scientifique. Donc, la société civile demande à ce que ça soit aussi réformé. Ce n'est pas la volonté des agrégés et autres compagnies ni de l'inspection générale qui cherche à garder son précaré d'élite. En 1975, alors donc vous voyez dans cette période-là, la commission Lagarigue s'inscrit entre 65 et 75. Elle se développe, etc. Mais en 75, c'est la réforme Abi. Et la cassure, la réforme Abi, d'ailleurs Abi ne veut pas entendre parler des commissions universitaires soi-disant pour réformer l'enseignement secondaire, elle impose le collège unique, la fin du contrôle de l'entrée en 6e et la main est à l'inspection générale définitivement. En 78-80, une réforme des sciences physiques niveau lycée est mise en place, qui est la suite de Lagarigue, qui continue à produire, sans avoir le titre de commission Lagarigue, et qui continue à produire des propositions pour le programme.
et un nouveau bac en 81. Je m'arrête là, parce que c'est le premier bac de la Garrigue. Dès la rentrée 81, il y a une réforme de cette réforme, dit c'est trop lourd, trop compliqué, trop difficile, et hop, on a une réduction des ambitions, et puis la volonté de créer des baccalauréats technologiques, et on va arriver donc aux réformes Chevènement, dont probablement Xavier va parler. En 81, vous avez aussi cette nouvelle présidence, donc nouveaux objectifs, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter, je vais faire entre 45 et 81 un petit regard circulaire sur les réformes de l'enseignement. Donc pour en revenir sur la commission Lagarrigue, qui a fait le tour? Eh bien, c'est Nicole Hunin, donc l'épouse de la veuve de Michel Hunin, qui a fait vraiment le tour de ça, qui a vécu ça, par son mari qui était extrêmement impliqué. On peut dire qu'il était l'ombre de Lagarrigue dans cette commission, et qu'elle s'inspire résolument des projets américains, mais en les adaptant à la culture française. C'est aussi donc un écho aux propositions de l'UNESCO. Et une des phrases écrites par un président de l'UDP en 71, la baisse des effectifs scientifiques essentiellement due à l'enseignement secondaire, révèle l'ampleur d'une catastrophe nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'enseignement scientifique de qualité dans l'enseignement secondaire. Donc il faut introduire l'électronique, la physique moderne, atomique, la relativité, rénover les travaux pratiques, développer le savoir-faire, introduction des montages électroniques, étude des clichés de chambre à bulles, montage pour la conservation des lois de l'énergie. Donc les programmes nouveaux sont en physique, en rupture absolument totale avec les programmes anciens dont la structure est encore celle du 19e, qui n'a jamais changé. Il s'agit donc ici d'une construction nouvelle mise en place dans les années 70 et dont témoigne ce premier bac de Lagarrigue en 81. On peut donc parler pour la physique d'une rupture avant et l'après Lagarrigue. Mais qu'en est-il pour la chimie? Alors, la réforme de la chimie. Alors, l'historiographie de la commission Lagarrigue, comme je viens de vous le dire, est extrêmement abondante pour la physique. Mais par opposition, l'historiographie pour la chimie, elle est rare, voire inexistante en France. La chimie, elle paraît effacée dans la commission Lagarrigue. Pour les sciences physiques, on l'a bien, j'ai trouvé une fois, il y avait une commission de chimie, mais elle n'a pas de nom. Donc il y a un groupe, c'est-à-dire une sous-commission, un groupe de la commission Lagarrigue qui s'occupe dans son coin de la chimie, mais personne, autrement des physiciens, ne leur demande ce qu'il faut. Ils font leur petite cuisine tout seuls. C'est un peu à part. La communauté est un peu passive, mais l'Union des physiciens veille. Et à l'Union des physiciens, vous avez quand même des chimistes qui sont impliqués là-dedans et qui écrivent. Donc il y a toute une publication, plein d'articles sur ce qu'il faudrait faire en chimie et les propositions qui sont faites dans le but. Donc la visite des professeurs de France donc aux USA pour quelques-uns leur fait prendre conscience du décalage des enseignements par rapport à la réalité de la discipline. Alors, une remarque sur les programmes en cours à l'époque, ça se divise toujours en chimie minérale, organique, générale. Peu de changements depuis le 19e, appel à la mémoire, effet catalogue, monographie, encore une et encore une, applications industrielles nombreuses, métallurgie, pétrole, industrie lourde. Nomenclature obsolète et nationale, on parle de azotate, non pas nitrate, et on écrit les formules OHNA et pour NaNOH. C'est un exemple suffisamment caractéristique. On en est là. Donc, grâce au BUP, les enseignants vont amorcer leur reformation dès les années 1950. Comme nous avons une évolution majeure de la chimie au XXe siècle, je ne vous l'apprends pas, à la fois sur le plan théorique, de la recherche, des applications industrielles, le plastique, chimie, synthèse, pesticides et engrais, et surtout la pharmacie, qui, au début du XXe siècle, est la première industrie française en chimie. La première industrie chimique française, c'est en pharmacie. Un ouvrage majeur, La nature de la liaison chimique de Linus Pauling, donc deuxième édition en 1944, traduite en français en 1949, donc à la disposition des professeurs les plus éclairés. Il faut dire que quand on est au fin fond de sa province, dans un petit collège de la France ou de la pointe de la France, on n'a pas cet ouvrage sous la main. Manifestations diverses dans le cadre de l'Union des physiciens et une journée importante de l'UDP à Lyon en 1951. Et là, on a un exposé de René Paris, qui est professeur de chimie à la faculté des sciences de Lyon, et qui, lui, est allé aux États-Unis et qui a vu des choses, dit que le vocabulaire actuel est désuet, l'absence de notions fondamentales, on ne parle pas d'ions, pas de structure atomique, pas d'oxydoréduction, trop appel à la mémoire, pas assez de raisonnement. Nous sommes en 1951. Je pense même que c'était en 1950, les journées, elles ont été publiées en 1951.
Donc, en fait, à un an près, voilà. L'Union des physiciens organise alors, ils ont décidé d'organiser des sessions de formation des professeurs. Donc, une association, et non pas l'inspection, organise des sessions de formation de professeurs en chimie. Les sociétés savantes, dont la SCF, exigent des réformes soutenues par l'Académie des sciences. En particulier dans la Société chimique de France, ce n'est pas dans l'enseignement secondaire qu'elle va s'impliquer, mais dans la formation des aides-chimistes et des techniciens. Donc là, ce sera à voir donc avec les quelques archives que nous avons. La référence aux travaux de l'IUPAC est nette, bien sûr, puisque des professeurs et membres de la Société chimique de France sont proches ou sont membres de la Commission internationale de l'enseignement de la chimie. En 1966, apparaissent des nouveaux programmes, du moins une transformation du programme ancien avec des notions nouvelles, très timides, mais on va commencer à parler d'ions, de degrés d'oxydation, de liaisons covalentes, au fur et à mesure des monographies qui sont étudiées. Et c'est toujours un plan monographique. Par exemple, donc là, j'entre dans des exemples, donc 45 et 57. Vous avez donc ici, c'est pris dans les ouvrages. Les ouvrages publient le programme. Quelquefois, il y a une petite préface ou un avant-propos, et puis le professeur développe ses programmes. Les professeurs sont des professeurs de lycée parisien. Janson-Sailly, Saint-Louis, voilà, par exemple. En 45, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a, et c'est toujours le même plan depuis le début du 19e, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, bon, on va parler un peu de la théorie atomique, mais c'est juste comme ça. Le mot hypothèse revient très rapidement. Et puis le chlore, la soude, le soufre, l'ammoniac. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de commentaire pour faire le programme. Et puis en 57, alors en 57, comment je fais là pour monter un petit peu? Voilà. En 57, vous voyez que globalement, c'est toujours à peu près le même plan, mais au niveau de la structure atomique, on a détaillé un petit peu. Molécules, atomes, symboles, formules, équations chimiques. Et puis, donc, en mathélème, c'est là, en mathélème et sciences ex, c'est là où il y a davantage de précision. Donc, on a une chimie générale et une chimie organique. Et dans la préface, Delger, qui en est l'auteur, dit « Nous sommes attachés à suivre l'évolution de l'évolution moderne de la chimie organique ». Alors, voici la table de l'ouvrage de terminal. Alors, est-ce que c'est lisible à peu près? En tout cas, sur ce qui est encadré, il y a deux chapitres, l'un sur la structure atomique et l'autre sur la notation chimique. Et puis, vous avez un chapitre qui est introduit sur la valence des éléments. Donc, nous sommes en 57, en terminale, on va parler de la valence des éléments. Et vous voyez qu'on commence à reprendre, à représenter des modèles moléculaires pour l'oxygène et l'eau. Et l'hydrogène et l'eau. Alors, nous arrivons en 66, et là, il y a un changement tout à fait net. J'ai pris l'exemple de la collection Krause, parce que c'était la plus avancée, et elle va se continuer, donc en 66, en 78, en 81. Voilà, on a donc toute une série d'évolutions, non pas du même auteur, parce que c'est la collection Krause, donc il fait les premiers, mais après, il y a d'autres professeurs qui sont dans la ligne. Vous avez là une table des matières extrêmement détaillée, même un petit peu lourde, mais c'est marqué, alors, initiation à la chimie moderne. Vous avez donc les deux mots qui contrastent avec les titres des manuels avant où c'était chimie classe 2. Chimie classe 2. Là, on est initiation à la chimie moderne. On n'a donc pas de prétention à traiter de la chimie, mais à former, à donner les bases de la chimie. Et en plus moderne, c'est-à-dire qu'on coupe vraiment avec le passé. C'est pas totalement une coupure, parce que comme vous le voyez, après les chapitres généraux, molécules et atomes, la notation chimique, les réactions chimiques, vous avez quand même quelques chapitres qui sont des chapitres pris en tête de chapitre par une monographie, un corps, et dans ce corps, on va développer des observations, des réflexions, montrer des lois d'ordre général. Mais c'est d'abord le titre de la molécule ou du composé qui va être présenté en titre de chapitre. Et on voit un tableau donc représentant donc finalement dans la structure à la bord, je dirais, avec des doublets d'électrons sur des cercles. Et c'est nouveau. Aujourd'hui, on va critiquer.
mais c'est nouveau, ça n'était encore jamais fait. Donc, il y a des professeurs qui ont déjà 30 ou 35 ans d'enseignement et qui se trouvent devant quelque chose qu'ils ignorent totalement, je peux vous l'assurer. Donc, c'est révolutionnaire. En terminale, donc en 66, alors là, vous avez une table des matières qui s'étale sur 4 pages, extrêmement détaillée. Et donc, voici le plan. On commence par présenter la structure discontinue de la matière. Donc, ça, on dit, ça va être comme avant, quoi. Mais non, après, c'est les électrons dans l'atome isolé. Les électrons, le noyau atomique, les spectres atomiques, les répartitions des électrons dans l'atome isolé. Ce n'est pas une partie de chapitre, ce sont des chapitres. Donc, c'est complètement nouveau. C'est là qu'est la révolution. Mais c'est Krauss qui l'a fait. Maintenant, il faut comparer toutes les séries publiées pour voir comment les autres font. Vous voyez ce qui est présenté. C'est la diffraction donc lors du choc de l'hélium sur un noyau pour montrer que la structure de l'atome est lacunaire. Donc, ce n'est pas une expérience de chimie, mais elle est dans le cours de chimie de terminale. Et c'est pour montrer tout finalement la cohérence et la rationalité de cette nature que l'on va montrer en chimie. Et puis, on va petit à petit parler des isotopes, la cohésion du noyau, l'énergie nucléaire. Donc, nous sommes en 66. Conséquences de la structure des atomes, la classification périodique des éléments, un chapitre là-dessus. C'est la première fois qu'il y a un gros chapitre sur la classification périodique. Mesure de l'acidité et le pH. Voilà. Les indicateurs colorés, c'est une sous-partie, les mesures de pH, etc. et l'application des phénomènes d'oxydoréduction. Et donc, c'est un programme extrêmement ambitieux. Nous sommes en 66, là. Alors, dans cette... je vais quand même revenir un petit peu là. Parce que une telle modernité appelle quand même une préface ou un avant-propos. Et donc, les auteurs insistent qu'ils présentent donc les 4 lignes du tableau périodique avec les représentations d'abord, comme je viens de le dire, mais ils font un reproche aux fabricants de ce programme qui vient de l'inspection générale, ou proche. On présente encore la théorie d'Arrhenius, qui date de 1887, qui n'a plus cours maintenant. Les auteurs veulent présenter la science dans son état actuel, et ça revient souvent, ça va avec moderne, actuel, etc. Le modernisme, pour les auteurs, c'est comprendre les faits avant de les apprendre. Et l'expérience doit être le point de départ que le raisonnement essaiera d'interpréter. Insister sur le rôle du solvant, d'où l'introduction d'un chapitre supplémentaire qui n'est pas un programme officiel, l'eau et la liaison de covalence. Et je cite, « La covalence est une notion tellement essentielle qu'on doit l'introduire dès la première année de chimie. On pourra ainsi donner aux élèves la définition des acides et des bases de Brønsted et Lowry. » 66. Tout le monde ne l'a pas fait, je peux vous l'assurer. Alors, donc là, en terminale, donc c'était même, non, c'était, je veux dire, ce que j'ai lu là, c'est valable pour aussi la seconde et la terminale, mais c'est là. Donc, en 78, donc là, c'est officiel, c'est en physique les programmes Lagarigue. Le programme Lagarigue est appliqué à partir de 78, en 79 en première et en 80 en terminale. Donc, on a 3 années où c'est ce qu'on appelle le programme Lagarigue vrai, d'origine. Donc, pour la chimie, vous avez, alors en plus, ça s'inscrit dans une réforme générale du lycée qui s'applique, parce que Abi, c'était 75, mais vous avez donc le 6e, 5e, 4e, 3e, et puis la seconde, et là, elle s'appliquait en seconde en 78. Donc, on a à la fois une réforme des programmes scientifiques et une réforme de la structure même de l'enseignement secondaire. Je vous dis qu'en même temps que la réforme Lagarigue, il y avait quand même eu, à la fin des années 60, la commission Houchette pour la réforme du français, donc c'est ce que ça a donné, avec les règles de grammaire et la lecture, et surtout la réforme des mathématiques modernes, Lichnerovitch. On sait également ce que ça a donné là-dedans. Alors, il y a eu du rétropédalage petit à petit, mais ça a été très, très long. Enfin, bref. Tout ça parce qu'on n'a pas aussi formé les enseignants avant. Donc, en 66, ça s'est inscrit dans quelque chose qui était plutôt, dans le cas de Krauss, une proposition, plutôt qu'une formation des profs. Vraiment. En 78, de 78 à 80,
là, il y a eu une formation des professeurs. Il y a eu des stages organisés sous l'autorité de l'État, donc par académie, pour former les professeurs aux notions nouvelles et à la façon de faire les programmes. Et c'était absolument indispensable, hein, surtout en physique, je peux vous assurer. Donc, nous avons là, en 78, donc voilà, un exemple en seconde, la couverture, et puis le plan du programme, les électrons, structure de l'atome, les ions, pression des gaz. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était en physique, ça a été amené en chimie. L'eau, etc. Et puis le pH, et vous avez donc apparition du pH mètre aussi qui ne va pas tarder. Et puis la structure, donc on abandonne les cercles à l'abord, et puis c'est le nuage électronique qui est présenté. Donc là en 78. Alors en terminale, donc vous avez la conductimétrie et la pH-métrie. On fait les deux types de dosage donc en parallèle. Donc voici un exemple de premier pH-mètre électronique assisté par ordinateur. Et puis vous avez ici la représentation du montage et puis la courbe obtenue quand on faisait un montage conductimétrique. Les schémas ne sont pas tout à fait à la bonne place dans le livre. Alors, là, en terminale de 78, quand on lit l'avant-propos pour la terminale, les auteurs insistent, et là c'est Krauss qui faisait encore... non, c'est pas Krauss, là. En 78, j'ai pas noté les auteurs en 78. Voilà. Donc, toujours initiation, parce qu'il insiste sur le fait qu'on prépare les élèves à des études plus spécialisées. Donc, toujours cette ambition que la série scientifique est une avant-formation pour les études supérieures. La première partie est strictement dans l'esprit du programme. La seconde partie, des entorses aux instructions officielles. On fait des entorses aux instructions officielles. Il s'agit d'abord d'exposer les phénomènes expérimentaux, mais aussi de les interpréter à la lumière des connaissances actuelles, mais de façon simple. Le but est de développer la réflexion critique et la remise à jour continuelle des notions vieillies et imposées par l'habitude. Je cite, « Nous avons donc abandonné les idées d'Arrhenius et adopté uniquement les définitions de Bronsted, comme le plus souvent à l'étranger. Pourquoi ? Pour l'aide à l'étude des structures moléculaires pour interpréter les phénomènes observés. La structure électronique, les molécules polaires pour comprendre les solutions aqueuses. » Je cite, « Cela exclut toute tentative d'explication qui ignore les propriétés électriques et le rôle fondamental des molécules de solvant. Ce qui est le cas pour une théorie vieille de 80 ans, sous-entendu la théorie d'Arrhenius, puisque nous sommes là en 78. Et à propos de la réforme des sciences physiques en terminale, il conclut donc cet avant-propos par une rénovation profonde de l'enseignement. Si la chimie doit être considérée avant tout comme une science expérimentale, elle ne doit pas se limiter à une simple description des faits. Donc reproche à tout ce qui est fait avant. Elle doit être l'instrument de leur interprétation raisonnée et aboutir à des conclusions générales. Donc là, on a un esprit tout à fait nouveau pour enseigner la chimie en terminale, notamment. En résumé, pour conclure, donc nous avons eu le traumatisme de la Seconde Guerre, l'urgence de réorganiser l'enseignement scientifique, convergence des entreprises nationales et internationales, et on commence à porter un autre regard sur l'élève, le lycéen et l'étudiant, mais dans un but qui est de les former pour inciter à un choix professionnalisant des études, sous-entendu technique et scientifique pour la société, pour son développement économique. Et c'est inscrit en marge dans les plans. Vous savez, c'est la période des plans successifs. C'est très net en physique parce que là, le choc Spoutnik veut dire que tout le monde en est tombé assis et bouche bée devant ce changement qui était totalement inattendu. C'est beaucoup plus discret en chimie, mais très efficace. Ça s'étale en 20 ans. Donc finalement, les professeurs ont eu le temps de se former petit à petit aux nouvelles idées, avec un retournement de présentation progressive qui s'accélère en 66 et s'achève en 78. Je reviens en arrière. Si vous voyez, par exemple, ici, vous n'avez plus de monographie. C'est-à-dire, on a d'abord le type de structure ou de loi qu'on veut mettre en évidence, suivi d'un exemple où elle s'applique. Donc là, il y a vraiment un retournement. Alors, était-ce le cas en 66 ? Pardon. Voilà, non, là, ça c'est 66, ça a déjà été, ça apparaît déjà, mais
peut-être un petit peu moins. Attendez, je reviens en arrière. En chimie, on a quand même gardé. En 66, en chimie, c'est déjà resté comme avant, c'est-à-dire la monographie. Mais en terminale, on a déjà des choses un petit peu différentes, où c'est la technique, le fond qui apparaît et le corps qui en est l'illustration. Voilà. Donc, je répète, plus discret en chimie, mais efficace et s'étale sur 20 ans, avec un retournement de présentation progressive qui s'accélère en 66 et s'achève en 78. Avant, étude de monographie, prétexte à l'introduction des notions modernes. Après, une chimie rationnelle dont la théorie est affirmée, illustrée par des lois, des règles, des procédures de réaction pour lesquelles un corps particulier sert d'illustration. Merci.